Alors, merci beaucoup. Merci pour l'invitation également. Alors, comme Audrey le disait, je suis avocat chez Pascal Martineau. Donc, si vous avez des questions tout à l'heure pour le point de vue pratique, comment ça se passe sur le terrain, si on veut, n'hésitez pas à m'en faire part, on pourra en discuter. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous dresser un topo général de la réglementation fédérale en matière de droit pharmaceutique, de réglementation sur les médicaments. Très bref historique, on va aller très rapidement là-dessus. Pour vous donner une idée générale d'où ça vient, le droit pharmaceutique au Canada spécifiquement. Écoute, ça a des racines assez lointaines. Dans les années 1850, il y a eu un cas très grave au Canada de décès où vraiment il est question de charlatanisme. Il y a des gens qui vendaient des pastilles qui ne faisaient pas du tout ce qu'on alléguait, les indications qui étaient alléguées. Puis ça a causé des décès de plusieurs personnes. Évidemment, dans ce temps-là, le système législatif n'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui. C'était un peu plus long à mettre des dispositions et des lois en place. Alors, ça a pris quelques années à arriver à une première loi qui traitait des produits en général, des produits frelatés. Beaucoup plus tard, en 1920, c'est là où est apparue vraiment la loi sur les aliments et les drogues, comme aujourd'hui on l'entend. Depuis ce temps-là, vous vous en doutez, il y a eu énormément de modifications, d'amendements dans la loi, mais la première véritable loi sur les aliments et les drogues, elle date de ces années-là. Dans les années fin 50, début 60, il y a eu la saga de la thalidomide. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissez cette grosse affaire. Ça a créé tout un brouhaha au niveau de la réglementation pharmaceutique au Canada et aux États-Unis. C'est à ce moment-là où, véritablement, on a décidé d'insérer 2 critères dans la loi. Puis là, j'en viens déjà à qu'est-ce que c'est le système pharmaceutique au Canada. Santé Canada va vérifier l'innocuité d'un médicament, donc s'il est sécuritaire. Il va vérifier également son efficacité. Donc, si son indication thérapeutique fonctionne véritablement. Alors, ce qui est important de comprendre, puis on reviendra peut-être un petit peu tantôt, c'est que le fardeau de démontrer l'innocuité puis l'efficacité du médicament, c'est celui du fabricant, véritablement. Santé Canada ne se porte pas garant des médicaments qu'il y a sur le marché. Il n'en est pas responsable et on ne peut pas poursuivre Santé Canada en disant un médicament va causer un tort. Véritablement, le fardeau de démonstration, c'est celui du manufacturier. Et puis, il va devoir le démontrer à Santé Canada pour obtenir une autorisation de mise en marché, pour mettre son médicament sur le marché canadien. Ce qui est intéressant au Canada, et dans d'autres juridictions aussi, mais particulièrement au Canada parce qu'on a plusieurs sous-classes, c'est que sous le chapeau de la loi sur les aliments et les drogues dont on discutait tout à l'heure, il y a plusieurs règlements. Les règlements sont applicables par catégorie de produits. Aujourd'hui, on va discuter spécifiquement des médicaments, mais simplement pour votre connaissance personnelle, sachez qu'il y a d'autres types de produits qui sont réglementés dans le droit pharmaceutique canadien, notamment les instruments médicaux, les produits de santé naturelle, les produits cosmétiques ne sont pas nécessairement, en partie sous la loi sur les aliments et les drogues et en partie sur les produits de consommation. Puis il y a certains autres produits qui touchent au système pharmaceutique, mais qui sont réglementés comme des substances contrôlées. Je pense à certains narcotiques, je pense à la marijuana à des fins thérapeutiques, pour lesquels il y a eu tout un changement en 2014. Les intervenants dans le système, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Santé Canada, j'en ai déjà parlé un petit peu, et du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, que j'aime appeler le PNPRB, parce que c'est l'acronyme anglais qui est utilisé de façon usuelle. Alors, je m'excuse pour l'anglicisme, mais c'est avec ça que je suis habitué, donc ça se peut que par réflexe, je réfère au PNPRB dans le cadre de la présentation. Au niveau provincial, c'est pas mon volet, je vais laisser ça à Mme Bouchard notamment. Il y a la RAMQ et l'INES au Québec, puis dans les autres provinces, dans les autres juridictions canadiennes, il y a d'autres organismes similaires, si on veut, qui ont des mandats un peu similaires. Et évidemment, il y a les autres professionnels, parce que la pratique de la médecine, la pratique de la pharmacie, la pratique d'une profession médicale, c'est essentiellement contrôlé, c'est essentiellement gouverné par des lois provinciales. Une chose qui est très intéressante dans le système pharmaceutique canadien, c'est qu'il y a des organismes d'autoréglementation, ce qu'on ne voit pas souvent.
On le voit dans certains créneaux industriels, dans l'aéronautique, dans certains domaines très spécialisés. L'industrie pharmaceutique en est un de ces domaines spécialisés qui s'auto-réglemente. Ce qui est arrivé, c'est que les compagnies pharmaceutiques ont réalisé dans les années 90 que leur réputation était à redorer, que ça ne fonctionnait pas très bien et que les gens en voulaient à Big Pharma. Alors ils se sont dit, ben, on va se doter d'un organisme d'autoréglementation qui gère, si on veut, les interactions qu'on peut avoir avec les patients, avec les individus et très spécifiquement aussi avec les professionnels de la santé. Une compagnie pharmaceutique aujourd'hui ne peut pas dire n'importe quoi. Je ne sais pas s'il y a des professionnels de la santé dans la salle, notamment des médecins, mais une compagnie pharmaceutique, à l'aide de ses représentants, c'est pas comme on voit dans les films aujourd'hui, au Canada du moins, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des règles, des standards qui sont établis par ces organismes d'autoréglementation-là. Venons-en au sujet principal de la présentation pour laquelle moi je suis là aujourd'hui. On va faire rapidement là-dessus, puis je vais vous montrer une autre diapositive après avec un graphique qui est intéressant et très illustrateur. Comment ça fonctionne le cycle de vie d'un médicament, toujours au niveau de la réglementation fédérale. D'abord, il va y avoir les essais cliniques. Il va y avoir plusieurs essais cliniques. Il y a les essais les tests de toxicité et les essais précliniques qui ont lieu avant même les premières interventions de Santé Canada dans le cycle de vie du médicament. Ensuite de ça, il va y avoir les essais cliniques. Déjà, Santé Canada va mettre son nez là-dedans pour qu'il y ait un essai clinique qui roule au Canada. Pour qu'on réalise un essai clinique, il doit y avoir une autorisation à cet effet-là par Santé Canada. Santé Canada va notamment s'assurer que l'essai clinique respecte les bonnes pratiques cliniques, que l'essai clinique est approuvé par un comité d'éthique. Puis là, ça en découle toute une panoplie d'obligations par ce comité d'éthique-là, si on va respecter la politique des trois conseils, certains autres éléments comme ça. Ces cliniques, il y en a plusieurs types. Ces cliniques de phase 1, ces cliniques de phase 2, 3. Phase 1, on va surtout tester la sécurité du produit, l'équité. En phase 2 et 3, on va essayer d'optimiser l'efficacité sur des échantillons de sujets de plus en plus gros. Il existe également des phases 4, on reviendra tantôt rapidement. Les phases 4, ce sont des essais post-approbation. Donc, après avoir eu l'approbation de Santé Canada. Les essais cliniques, on va faire tests de toxicologie, des tests sur les animaux, essais cliniques 1, phase 2, phase 3. On va pouvoir soumettre une demande d'approbation à Santé Canada qui va homologuer notre produit. Puis ensuite de ça, on peut continuer quand même à faire des essais cliniques qu'on appelle maintenant de phase 4 ou de pharmacovigilance, on en parlera un petit peu tantôt, afin de s'assurer, afin d'optimiser un peu le médicament. Santé Canada met aussi son nez dans la fabrication des médicaments. Évidemment, il va s'assurer que sur son territoire, les gens qui ont des accréditations pour fabriquer, pour distribuer, pour importer des médicaments, pour mettre des étiquettes sur des médicaments, ont des autorisations à cet effet-là. Bref, il existe deux types de permis en droit pharmaceutique. Les permis, les autorisations pour les produits. J'ai une accréditation pour mettre mon médicament en marché et les permis pour les sites ou les usines, si on veut. Donc, j'ai un permis pour fabriquer un médicament. Ce n'est pas nécessairement le même intervenant qui va avoir les deux licences. À titre d'exemple, Novartis et la compagnie qui détient la licence de Lucentis, un médicament pour la dégénérescence maculaire, mais c'est pas nécessairement, je sais pas, c'est pas nécessairement Novartis qui fabrique le Lucentis. C'est peut-être une autre compagnie pharmaceutique dont on ne connaît même pas le nom. C'est parce que c'est cette autre compagnie-là qui a la licence de fabrication. Par exemple, Roche. Santé Canada a aussi les pouvoirs, selon la loi, de contrôler la publicité sur les médicaments, mais il ne le fera pas de façon active. Il a plutôt sous-délégué ces pouvoirs-là à d'autres organismes dans le milieu. Ce n'est pas le sujet de la présentation aujourd'hui, mais si vous avez des questions, ben, on pourra en parler tout à l'heure. La mise en marché, c'est une fois que le médicament va être sur le marché, mes collègues vont parler, en fait, Madame Bouchard, vous êtes véritablement au niveau de la mise en marché, du market access, où vous œuvrez, si je ne me trompe pas. Puis la pharmacovigilance, ben, vous verrez tout à l'heure qu'il y a des nouvelles dispositions qui font en sorte que ça a un impact même au niveau du marché, de la mise en marché, de comment ça fonctionne. Le graphique que je vous parlais tout à l'heure, puis je vais terminer là-dessus, ça vous démontre un peu où Santé Canada intervient dans le cycle de vie du médicament.
Je vous ai dit au début, les études précliniques. Bon, ensuite de ça, on passe aux études cliniques, aux essais cliniques, les véritables essais cliniques, qui demandent une autorisation de Santé Canada. Donc, point rouge ici, Santé Canada est dernier. On continue, il va y avoir une présentation en vue de l'homologation du médicament par Santé Canada. Donc, Santé Canada va s'assurer que les essais cliniques démontrent bien que le médicament est sécuritaire et efficace. Puis, il va donner son rubber stamp, si on veut, pour dire oui, tu peux aller maintenant en marché. Ensuite de ça, ben, il y aura d'autres volets dans le cycle de vie du médicament et je ne peux pas voler des sujets de Madame Laurence. Alors, les effets indésirables, je vais laisser ça pour elle. Dernière chose, et je vais aller rapidement là-dessus. Juste un organisme, parce qu'on va demander d'en parler quelques secondes, un autre organisme qui existe au niveau fédéral, c'est le fameux PMPRB dont je parlais tantôt. Cet organisme-là s'occupe de réglementer ou de contrôler les prix des médicaments novateurs. Bref, si un médicament est relié à un brevet au Canada, le PMPRB a le contrôle, a un droit de regard sur le prix de ce médicament-là. Et là, je parle bien, on fait la distinction, c'est important, je parle bien du prix à Factory Gate, à la sortie de l'usine. C'est pas le prix qui va être sur la liste des médicaments, c'est pas le prix auquel le médicament va être vendu en pharmacie, c'est le prix lorsque le médicament sort de l'usine du manufacturier et est vendu, à titre d'exemple, à un gros. Ce prix-là, le PMPRB a un droit de regard dessus et il va s'assurer qu'il n'est pas excessif. Pour s'assurer qu'il n'est pas excessif, il va faire quelques tests. Il va vérifier au niveau de la classe thérapeutique quels sont les équivalents, quels sont leurs prix. Il va vérifier dans le monde à quel prix peut se détailler ce médicament-là. Il va s'assurer que l'indexation annuelle du médicament ne dépasse pas l'indice de prix au consommateur et quelques autres tests, quelques autres choses. Mais bref, il y a un organisme au Canada, c'est partout au Canada, il n'y a pas ça aux États-Unis, qui réglemente les prix à la sortie de l'usine des médicaments novateurs. Pas des médicaments génériques, des médicaments novateurs qui sont brevetés. Alors, je vais laisser la parole à Mme Bouchard pour la suite au niveau provincial. Alors, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est l'INES. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, d'autres le connaissent moins. Alors, on va prendre quelques minutes là-dessus. On va parler globalement du régime général d'assurance médicaments, le rôle de notre institut en termes d'évaluation des médicaments et des fins d'inscription, tout comme tout brièvement son rôle en usage optimal, et les grands défis que la province de Québec, c'est une réalité, je dirais, mondiale, mais particulièrement ce qui nous intéresse au Québec en termes d'accessibilité, les grands défis d'accessibilité. Alors, notre institut est né dans 2 mois, on aura 5 ans. Alors, c'est né du mariage du Conseil du médicament et de l'Agence d'évaluation des technologies, alors auquel s'est greffé des mandats, un mandat autour des services sociaux en 2009 auprès de l'AFMIS. Et en 2012, on a rattaché aussi tout un volet d'analyse de laboratoire qui a pris un peu le modèle d'analyse des médicaments. Alors, on a une belle mission, on a une belle loi. Alors, notre mission, c'est de promouvoir l'excellence clinique et l'utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. Alors, il y a probablement un mot qui est très important là-dedans, c'est la promotion. Alors, nous ne sommes pas l'excellence, nous ne détenons pas le qualificatif d'excellence à titre unique. L'excellence se retrouve dans le réseau de la santé et on a un rôle de faire émaner ça là, au service de la population. Alors, il y a plusieurs fonctions qui sont à l'intérieur de notre loi. On va se concentrer davantage sur des fonctions d'évaluation. Alors, on évalue des médicaments, des technologies et des interventions en santé et en services sociaux. On a un rôle de faire des recommandations et des guides de pratique qui visent l'usage optimal des médicaments. Je pense que je vais essayer juste de tourner ça parce que c'est moins ergonomique. Par rapport aux médicaments, on a le mandat, effectivement, après une soumission par le fabricant, une fois qu'il a eu son homologation du côté de Santé Canada. Alors, l'homologation, ça donne un droit de commercialisation, un avis de conformité. En anglais, l'abrégé, c'est le NOC. Alors, une fois que le fabricant a un avis de conformité pour une ou des indications spécifiques, il peut faire une demande à l'INES
d'évaluer son médicament, en fait, de le rendre accessible aux listes de médicaments provinciales, toujours dans un contexte d'accessibilité pour la population. Il est beaucoup dans une visée d'assurance, donc le régime général d'assurance médicaments reconnaisse la valeur de cette molécule-là. Et on fait des recommandations au ministre à cet égard. On va voir le processus un petit peu plus en profondeur tout à l'heure. Alors, il y a tout un système de mise à jour, de révision de classe de médicaments là, qui font partie de notre loi. Je passe rapidement là-dessus. Vous aurez accès aux diapositives. Là. On va essayer d'y aller quand même assez rondement. La responsabilité autour du médicament, elle est partagée. On a vu du côté du fédéral qu'est-ce qu'elle en était. Du côté provincial, il y a le ministre qui est tout en haut et qui prend une bonne place dans le système. L'INES est au même rang au niveau hiérarchique que la RAMQ et que le ministère. Donc l'INES ne fait pas partie du ministère. Le patron de notre patron, c'est le ministre, tout comme le patron du sous-ministre en titre. Alors, quand on regarde les responsabilités de chacune des entités-là au regard du médicament, le ministre, c'est l'ultime responsable. C'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui inscrit les médicaments aux listes et qui fait bien d'autres choses à travers le médicament. Le ministère va assurer le suivi, l'évaluation du régime général qui est maintenu par la RAMQ, va aussi va donner des orientations, va élaborer des stratégies qui vont entourer toute la question du médicament. C'est encore plus vrai avec l'adoption de la loi 28 où le ministère va pouvoir négocier maintenant des ententes de partage de risques et va assurer des liens avec les différents acteurs du secteur public, parapublic et privé. L'INES, on assiste le ministre dans cette mise à jour-là, on fait l'évaluation, on va favoriser l'usage optimal des médicaments. Alors, on a toute une direction qui s'occupe de ce volet-là et c'est aussi intégré à l'intérieur de différentes autres directions, notamment au niveau des services de santé. Et on fait des recommandations au ministre sur l'inscription des médicaments, mais aussi sur plein d'autres mandats. La RAMQ va assurer la gestion de la couverture d'assurance de médicaments, tout comme elle va s'assurer de faire la gestion des ententes au niveau de la facturation, notamment par les pharmaciens communautaires, aussi la facturation des actes médicaux par les médecins. Si on regarde de façon plus spécifique le régime d'assurance générale, alors c'est vraiment un choix de société que le Québec s'est donné en termes d'accessibilité à des médicaments. Ça a été mis en place le 1er janvier 1997. Donc, ça fait déjà quand même quelques années. On aura presque 20 ans de recul avec ce régime. L'objectif, en fait, le fond du régime, c'est vraiment d'assurer un accès raisonnable et équitable aux médicaments qui sont requis par l'état de santé des personnes. Il y a toute une notion de partage de coûts et plus globalement, pas juste à travers des classes de médicaments, mais l'argent dans le médicament versus le reste de l'argent de la société. Toujours dans une approche intégrée face à la couverture des médicaments. Alors, c'est un régime qui est universel. Tous les Québécois doivent avoir une assurance médicaments. C'est un régime qui est mixte. Alors, si on n'a pas d'assurance privée, on doit démontrer qu'on n'a pas droit d'avoir un régime privé au Québec. On peut bénéficier de la portion publique, du régime public d'assurance médicaments. Et c'est contributif, donc c'est pas gratuit. Il y a une quote-part, il y a un fonds général, puis on va pouvoir les décortiquer tout à l'heure. Et il y a vraiment une participation des assurés. Et c'est beaucoup axé sur l'utilisateur-payeur aussi. Alors, si on regarde du côté du régime public, alors comme je le disais il y a quelques minutes, c'est vraiment les personnes qui ne sont pas admissibles à un régime privé d'assurance collective qui vont y avoir droit. Il y a d'autres classes de citoyens qui sont aussi couverts par cette portion publique. On peut penser aux personnes de 65 ans et plus, les personnes qui reçoivent une aide financière de dernier recours. Il y a aussi les enfants des assurés qui sont couverts. Et il y a aussi les jeunes de 18 à 25 ans qui sont aux études à temps plein et qui sont sous la charge des parents qui bénéficient d'une couverture. Puis on va voir tout à l'heure une couverture gratuite. Alors, les cotes-parts, la cote-part à payer, c'est révisé, c'est mis à jour à chaque 1er juillet annuellement.
Si on fait le pendant avec les régimes privés, alors habituellement, ça émane d'assurance collective ou encore de régimes d'avantages sociaux. Et on doit faire la preuve qu'on ne peut pas avoir accès à un tel régime pour pouvoir bénéficier de la portion publique. Habituellement, la franchise, elle est annuelle, contrairement au public où elle est mensuelle. Il y a certains régimes privés qui n'exigent aucune franchise, mais c'est relativement rare. Si on regarde, par exemple, dans le régime public, excusez-moi, pour un médicament dont l'ordonnance, je vais à la pharmacie communautaire, je fais remplir une ordonnance, la facture s'élève à 60 $. Il y a vraiment une distribution de ce montant-là, où il y a une franchise mensuelle. Alors, à partir depuis le 1er janvier de la présente année, cette franchise, elle est fixée à 18 $. Donc, si je me présente, aujourd'hui, on est le 19 novembre, je vais à la pharmacie, c'est la première fois que j'y vais ce mois-ci. Je vais payer la franchise mensuelle au complet à la première ordonnance, qui est 18 $. Et sur le montant résiduel, donc le 42 $, je vais payer 34 % du montant résiduel en coassurance, pour un montant total pour l'assuré de 32 $ et 28 $. Et le différentiel versus le 60 $, c'est la RAMQ qui va l'assumer. Quand j'arrive à ma deuxième ordonnance dans le mois, je ne paierai pas cette franchise mensuelle. Alors, je vais vraiment payer 34 % en coassurance du montant total de l'ordonnance, ce qui fait des montants variables. Et là, il y a toute une notion de montant plafond, alors dépendamment du type d'assuré. Si on est un adhérent, la classe des 18 à 64 ans, il y a une contribution mensuelle maximale, comme il y a une contribution annuelle maximale aussi. Et si on adhère au régime, puis à la fin de l'année, on n'a pas attrapé le quota, on ne l'a pas payé à travers nos transactions avec la pharmacie, ils viennent nous rechercher sur notre rapport d'impôt. Alors, il y a tout un élément différentiel. Pour la portion privée, c'est variable. C'est une cotisation maximale annuelle qui, normalement, est prélevée. Plus souvent qu'autrement, c'est dans des assurances, assurances d'employeurs et c'est prélevé en 26 fois s'il y a des payes aux 2 semaines. Maintenant, le rôle de l'INES, l'évaluation du médicament dans l'accessibilité de ces molécules-là au Québec. Alors, il y a des critères d'évaluation qui sont fixés par le législateur. Ça fait partie de la loi constitutive de notre institut. Et il y a vraiment des modalités spécifiques très précises d'application. Alors, on a écrit des processus, que ce soit transparent, que ce soit clair et que ce soit aussi équitable, particulièrement envers les fabricants. Alors, ça fait partie de notre loi, c'est l'article 7 de notre loi, où d'abord et avant tout, l'INES va évaluer la valeur thérapeutique du médicament. Alors, on va plus loin que Santé Canada, on a parlé d'efficacité et on a parlé d'innocuité. Nous, on va rajouter d'autres critères et à l'intérieur de la valeur thérapeutique, on va aussi prendre en considération l'impact, le besoin de santé de la population. Alors, on va regarder la valeur thérapeutique d'un médicament de façon différentielle, si c'est le 3e médicament pour une même indication versus si c'est le premier médicament pour cette indication-là pour lequel on n'a pas d'autre traitement. Si ça passe la valeur thérapeutique, alors en fait, la phrase ici, c'est si on ne reconnaît pas la valeur thérapeutique, on va transmettre une recommandation au ministre à cet égard-là et l'évaluation se termine là, ça va être un refus d'inscription aux listes par manque de valeur thérapeutique. Si par contre, ce critère-là est reconnu, alors la valeur thérapeutique, elle est démontrée, on va transmettre une recommandation au ministre après l'évaluation des autres critères, des 4 autres critères qui sont prévus à la loi, qui est le deuxième critère prévu à la loi après la valeur thérapeutique, c'est la justesse du prix. Alors, c'est le lien entre le coût du médicament et l'efficacité. Le rapport entre la justesse du prix, excusez-moi, c'est vraiment le prix du médicament versus certains comparateurs. Alors, les comparateurs usuels. Le rapport entre le coût et l'efficacité du médicament, c'est vraiment cet aspect de plus-value. Ce qu'on va aller chercher en listant des médicaments, c'est souvent une valeur incrémentale. Et on va regarder aussi à travers les critères 4 et 5, l'aspect sociétal et aussi les critères éthiques. Donc, est-ce que ça a un impact sur l'état de la santé de la population? Est-ce qu'effectivement, ça vient jouer un rôle sur l'organisation des services? Par exemple,
un médicament pourrait être plus dispendieux, mais au lieu de se donner en perfusion intraveineuse à l'hôpital aux 2 semaines, c'est une pilule qu'on prend une fois par mois chez nous. Il y a un impact de libérer un peu la pression financière au niveau de l'utilisation des services dans le réseau. Alors, tous ces critères-là sont très bien décrits. Il y a une démarche à suivre. C'est un manuel qui date, par contre, et on a dans nos cartons de le remettre à jour avec différentes particularités, puis on le verra à la fin de la présentation. Et il y a toute une série pour le fabricant, parce que c'est le fabricant qui déclenche cette mécanique-là. Et il y a toute une série de documents là, qui lui sont demandés pour nous permettre à nous de pouvoir faire les analyses. Il y a 2 types de listes. Il y a une liste générale, alors qui s'applique pour les portions tant privées que publiques du régime. Il y a une section régulière. Alors, les médicaments sont listés. Une fois qu'ils sont là, ils sont accessibles. Le médecin fait la prescription et il n'y a aucune autre modalité qui lui est demandée. Il y a une section liste de médicaments d'exception. Alors, ça nécessite, pour qu'il soit remboursé à travers le régime, il faut que le médicament remplisse des critères spécifiques de remboursement. Et on fait aussi l'inscription de certaines fournitures. On pense à des pansements ou à des bandelettes, les bandelettes pour faire les glycémies capillaires chez les patients diabétiques, qui sont quand même évaluées et qui sont listées dans le régime. La deuxième liste est celle d'établissement. Alors, il y a des médicaments pour différentes raisons, pour la voie d'administration qui nécessite un plateau technique plus spécialisé qu'on retrouve à l'intérieur des établissements. Alors, il y a certains médicaments qui vont ne se retrouver que sur ces listes-là. Et ce n'est pas parce qu'elles sont listées sur les listes de médicaments que l'INES fait la recommandation et le ministre les liste qu'elles sont disponibles. Ça sert à l'établissement à former son propre formulaire local. Alors, un établissement, un CHSLD, où on garde des personnes âgées en hébergement, on n'a pas besoin d'avoir de la chimiothérapie intraveineuse sur son formulaire parce qu'on en administre pas. Et ces médicaments-là peuvent être avec ou sans critères. Alors, le genre de recommandations que l'on fait, on va faire des recommandations d'inscrire à la liste régulière, d'inscrire à la liste des médicaments d'exception. On peut aussi refuser, tantôt pour la valeur thérapeutique, tantôt pour des raisons économiques. Et maintenant, avec l'arrivée de la loi 28, ça faisait déjà quelques années, on a participé à un projet pilote où on faisait des recommandations, mais qui étaient conditionnelles à des ententes de partage de risques. Alors, on va pouvoir voir, en fait, on voit arriver ça depuis juillet-août dernier. La loi 28 a été adoptée au printemps dernier et depuis l'été, le ministère a commencé à négocier des ententes de partage de risque avec les fabricants. On peut aussi rendre une décision de maintenir un produit sous étude parce qu'on a besoin de données complémentaires, parce qu'il arrive des événements en cours du processus d'évaluation qui pourraient amener à changer une recommandation. Donc, on va, plutôt que de faire un refus, on va garder le médicament sous étude. Et je le rappelle, l'INES recommande et c'est le ministre qui prend la décision. Il y a eu certaines modifications au cours des dernières années sur l'établissement du prix juste et raisonnable. C'était une fonction qui appartenait anciennement au Conseil du médicament, puis à l'INES, et qui a été transférée à la fin de la première année de notre institut à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ce qu'on a vu beaucoup arriver en cours de route, qui a modifié grandement l'accès, par exemple, aux médicaments novateurs ou aux génériques, et modification de coûts de façon significative. L'abolition d'un concept d'indexation des génériques. Alors, il y a eu, le Québec s'est davantage collé à des pratiques, particulièrement en Ontario, où il y avait un remboursement à l'intérieur de cette province-là de médicaments génériques à un coût dégressif. Alors, ça a été implanté de façon progressive au Québec. Un autre grand changement, en janvier 2013, le ministre a aboli la règle du 15 ans. La règle du 15 ans, c'est différent d'un brevet. Un médicament innovateur, à l'intérieur de cette règle-là, qui appartenait à la politique du médicament mise en place en 2007, un médicament innovateur a un brevet et à la fin de son brevet, le Québec continue à rembourser au plein prix le médicament novateur pendant une période de 15 ans. Et à l'intérieur de la politique du médicament, ça favorisait l'établissement de l'industrie pharmaceutique au Québec pour le maintien ça crée des emplois, ça favorise les liens avec la recherche localement. Et pour toutes sortes de raisons pour lesquelles on ne s'étendra pas ce soir, cette règle-là a été abolie.
Et récemment, en juillet dernier, on a aussi modifié la règle du ne pas substituer. Avant, lorsque le médecin faisait une ordonnance, il pouvait écrire de sa main « ne pas substituer » sur l'ordonnance et la RAMQ remboursait au prix du novateur cette molécule-là. Depuis juillet dernier, il y a 4 codes qui sont arrivés pour des conditions spécifiques. Sinon, en dehors de ça, si le patient veut continuer à avoir le novateur plutôt qu'à avoir le générique, il va devoir payer une différence. Je passe par-dessus ça. Très brièvement, l'usage optimal, pour vous dire qu'on a une direction qui fait des travaux en ce sens-là. On fait des guides, on fait des avis auprès du ministre, on fait beaucoup d'outils cliniques pour les praticiens, notamment les médecins, les pharmaciens et les infirmières. C'est une priorité du ministre. Il n'y a pas une semaine où on ne lit pas ça dans les revues de presse, où on ne l'entend pas parler, de l'importance, puis il est convaincu qu'il y a beaucoup d'économies à faire en faisant de l'usage optimal des médicaments. Donc, le ministère a mis en place un chantier auquel l'INES contribue et on travaille de façon plus spécifique et en étroite collaboration avec le Collège des médecins et l'Ordre des pharmaciens sur différentes classes de médicaments. Les grands défis à l'accès des médicaments, il y a beaucoup de nouveaux médicaments, beaucoup étant moins grands qu'il y a 20 ans, parce que dans le pipeline de l'industrie, il commence à y avoir, il y a certains puits qui sont à sec ou plus ou moins à sec, mais ce qu'on voit beaucoup sortir, c'est des médicaments avec des nouvelles classes de médicaments, avec des créneaux spécifiques. On parle de médecine spécialisée, donc on s'en va vers des traitements spécialisés. On voit beaucoup apparaître le médicament avec son test compagnon. Donc, pour avoir accès aux médicaments, on doit avoir un résultat positif, un test de laboratoire spécifique. L'accès aux données est un défi immense, parce que si on veut faire des bonnes analyses, on va être capable de faire un suivi de l'évolution du médicament dans la population au Québec. Ça nous prend des accès très spécifiques. Le coût des médicaments est excessivement élevé. Là, il n'y a pas beaucoup de médicaments qui sortent sur le marché à 25 sous de la pilule. On se met presque à genoux quand on voit ça arriver, puis on ne se met pas à genoux souvent, je peux vous le dire. On donne beaucoup de traitements anticancéreux, des traitements en fin de vie, alors qu'avant, on n'avait rien à offrir aux patients. On a maintenant des choses qui vont prolonger la vie ou qui, plus souvent qu'autrement, vont permettre une progression de la maladie, une survie sans progression de quelques semaines, quelques mois, mais souvent à des coûts astronomiques. Donc, on fait de la pharmacoéconomie dans nos critères. Le traitement des maladies rares, qui pose un défi très important, notamment au niveau des données probantes, parce que quand on est dans une maladie rare, on n'a pas beaucoup de sujets dans les études, donc la solidité ou la force des données, elle est beaucoup plus difficile à obtenir. Et on s'en va vers des nouveaux critères de remboursement. On parle maintenant, on a parlé tout à l'heure de médicaments innovateurs avec ces génériques. Quand on parle de médicaments de la classe des biologiques, dans une conception et une fabrication de médicaments qui sort de l'ordinaire, on parle maintenant de produits biosimilaires ultérieurs qui vont nécessiter pour l'INES d'adapter ces critères d'évaluation au cours des prochains mois, prochaines années. Alors, ça fait le tour de ma présentation et ça me fera plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Je suis présidente, donc je finis mon doctorat en droit de la santé et notamment en droit pharmaceutique et je suis spécialisée en fait sur la gestion des risques. Donc ça c'est la partie en fait, je vais intervenir en fait lorsque le médicament est mis sur le marché. Et en fait on va essayer de regarder comment il se comporte lorsqu'en fait il est utilisé à large par la population, par monsieur et madame tout le monde. Avant toute chose, je vais faire une petite introduction pour vous planter un petit peu le décor. Notamment par rapport à cette phase-là qui est très, très importante. Comme l'a dit Maître Champagne, lors des essais cliniques, on dévoile quand même un certain nombre d'effets indésirables du médicament. On arrive quand même à gérer et à essayer de, on va dire, moduler en effet le dosage, l'efficacité, l'innocuité. Sauf que lorsqu'on est dans des essais cliniques, on est dans une sphère un peu ouatée. C'est-à-dire que tout est contrôlé, les patients suivent un protocole très particulier de prise de médicaments, et ainsi de suite. Lorsque le médicament est mis sur le marché, monsieur et madame tout le monde font n'importe quoi. Ça veut dire qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent
prendre de l'alcool alors que c'est interdit, manger des choses alors qu'il ne faut pas le faire. Ils peuvent faire des interactions de médicaments qui ne sont pas conseillées. Bref, il y a des effets indésirables qui surgissent de l'utilisation courante en fait, du médicament. Quand on parle d'effet indésirable, c'est en fait un effet nocif, non intentionnel, qui survient alors qu'on utilise le médicament avec le dosage qui est recommandé par l'étiquette et la monographie et selon la prescription du médecin. Si bien sûr on est dans une application stricte du médicament. Un effet indésirable, il peut être grave dans le sens où il peut engendrer soit une hospitalisation, soit des cas de mortalité immédiat, ou des malformations génétiques, par exemple comme le dystibène, qui ont posé de très gros problèmes et qui ont posé des scandales. Il peut aussi y avoir des effets indésirables imprévus, c'est-à-dire que ce sont des effets indésirables mais qu'on n'avait pas prévus. Ils ne sont pas mis sur l'étiquette, ils ne sont pas sur la monographie du médicament, ils apparaissent comme ça au fur et à mesure de l'utilisation. C'est d'autant plus important que justement il va falloir les gérer, ces effets indésirables. Donc face à ça, on s'est dit, que peut-on faire pour justement éviter qu'on se retrouve avec des effets indésirables qui sont non maintenus et qui mettent en danger donc la santé publique, la santé des patients. On a donc mis en place il y a un certain nombre d'années donc un cadre qui s'appelle Canada Vigilance et dans lequel en fait on fait une pharmacovigilance. La pharmacovigilance, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'activités qui vont permettre de, premièrement, surveiller les médicaments, d'autre part, d'évaluer, de détecter les effets indésirables, de les évaluer, de les analyser et éventuellement de prendre les mesures qui s'imposent face à la gravité de ces effets indésirables. Donc, la phase de surveillance, elle est encadrée. Alors, je vous ai mis vraiment les grands textes qui permettent de gérer parce qu'il y en a beaucoup. Donc, la loi sur les aliments et drogues, qui vient aujourd'hui, enfin, depuis 2014, qui a été modifiée par la loi dite Vanessa. Alors, juste une petite historique. En 2009, il y avait un gros projet de réforme qui s'appelait l'homologation progressive et qui, pour une multitude de choses, en fait, n'a pas passé le cap de la première lecture et n'a pas été adopté. Et dans cette modification-là, ça prenait beaucoup, en fait, de modèles comme celui de l'Union européenne, comme celui aussi de la Common Gross. Et en 2009, le projet a été abandonné. En 2013, il y avait quand même un engagement de la partie du pouvoir fédéral, donc parce que là on est vraiment au fédéral, de dire on va quand même mettre en place, on va renforcer cet ensemble d'activités et on va accroître les pouvoirs du ministre, mettre plus d'autorisation, de surveillance post-autorisation, ainsi de suite. Donc cette loi-là, loi dite Vanessa, n'est pas exclusivement destinée aux médicaments. Elle est en fait destinée aux produits thérapeutiques. Donc dedans, il peut y avoir les instruments médicaux, ainsi de suite. Règlement d'application, règlement sur les aliments et drogues, et après un ensemble de textes extrêmement hétéroclites, dont les lignes directrices, souvent influencées par l'ICH, qui est un organisme qui s'appelle, en fait, qui est la Conférence internationale sur l'harmonisation. Il peut y avoir des lignes directrices de l'OMS, il peut y avoir des lignes directrices et des textes très internes de Santé Canada, mais qui mettent quand même des balises et qui permettent quand même de modifier et de rendre plus efficace cette pharmacovigilance. Souvent des textes qui n'ont pas de force obligatoire, c'est-à-dire qui ne devraient pas être forcément appliqués par les compagnies pharmaceutiques, mais qui le sont. Parce que s'ils ne le sont pas, au bout du compte, ils se font pénaliser par Santé Canada, puis surtout, il n'y a pas d'avis de conformité qui est donné. Donc des textes qui sembleraient anodins et qui ne le sont pas. Alors, cette pharmacovigilance, comment elle s'organise? Je vous ai dit que c'était en fait des activités pour surveiller, détecter, évaluer, analyser en fait les effets indésirables. Alors dans les effets indésirables aussi, ce que je voudrais préciser, c'est que souvent en fait on parle d'effets nocifs, mais souvent aussi c'est un manque d'efficacité des médicaments qui peuvent créer un effet nocif. Donc il y a aussi ce côté donc de produits qui n'atteindraient pas l'objectif que l'on attend d'eux. Activité de déclaration. Monsieur et madame, tout le monde peuvent en fait déclarer des effets indésirables des médicaments qu'ils connaissent dans leur prise
des médicaments de tous les jours. C'est une déclaration qui est volontaire. Elle est aussi volontaire de la part des professionnels de la santé. Alors, on va faire le distinguo. Au niveau des patients, vous pouvez, dès que vous avez en fait un effet indésirable, soit en fait déclarer auprès des compagnies pharmaceutiques, ça se fait très souvent, mais vous pouvez aussi déclarer les effets indésirables auprès de Santé Canada. La problématique qui se pose, c'est d'une part que c'est vous qui le faites, donc parfois vous ne savez pas véritablement ce qu'il faut déclarer, donc il y a tout un ensemble d'éléments, on va le voir plus tard. Puis c'est surtout que des fois, vous n'osez pas le faire parce que c'est sur la base volontaire, et c'est dommage parce que souvent, il manque des renseignements qu'on pourrait avoir grâce à justement cette déclaration que vous pourriez faire. Pour les professionnels de la santé, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de contrainte de le faire. Pourquoi ? Parce que les professionnels de la santé sont régis au niveau provincial par des ordres qui sont de compétences provinciales. Il est difficile parfois au fédéral de donner en fait des obligations à des compétences qui sont provinciales. C'est un peu des fois la rivalité qui se fait. Déclaration qui est volontaire. Alors il y a deux critiques qui peuvent être faites. La première, c'est que souvent les professionnels de la santé n'ont pas le temps. Donc c'est une source d'information qui passe au travers. Parfois, la déclaration volontaire des patients, elle n'est pas suffisamment précise. Donc souvent, quand on dit, si vous voulez faire une déclaration en termes de patients, n'hésitez pas de prendre avis soit d'une association d'utilisateurs ou même d'un professionnel de la santé qui va vous aider à faire cette déclaration-là, en précisant votre âge, la façon, la mesure dans laquelle en fait on vous l'a prescrit, comment sont survenus les effets indésirables, en quoi consistent les effets indésirables, ainsi de suite. Le caractère obligatoire n'intervient de la déclaration que pour les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire donc les personnes qui ont eu l'autorisation de mise sur le marché des médicaments, et depuis la loi Vanessa, fait très important, sont tenus de déclarer les effets indésirables les établissements de soins de santé. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que souvent, en effet, ce sont les établissements qui sont les plus, on va dire, compétents pour déceler, en effet, la gravité des effets indésirables des médicaments. Donc, ils vont pouvoir donner un maximum d'informations à Santé Canada. Rapidement, cette déclaration-là, elle a l'avantage, en effet, d'être le côté volontaire ou obligatoire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'unité d'harmonisation dans la déclaration. On s'aperçoit que le patient peut avoir déclaré d'un côté, le professionnel de la santé peut avoir déclaré de son côté aussi, plus en fait l'établissement de soins de santé et le détenteur d'autorisation de mise sur le marché. Donc on va avoir une multitude de déclarations pour un seul effet indésirable et on va essayer de voir, de recouper en effet qu'est-ce qui se passe. Donc ça c'est le rôle de Santé Canada, de faire le tri dans les déclarations qui sont faites pour voir s'il n'y a pas de doublement de déclarations triples, quadruples qui se font sur un même produit et sur un même effet secondaire. Donc ça c'est un peu la problématique. Aujourd'hui, au contraire, il y a quand même, en termes de volonté, une invitation de plus en plus aux professionnels de la santé de le faire. Problématique, comme je vous dis, ils n'ont pas toujours le temps de se mettre au courant et de faire ce genre de déclaration. En termes de rapport périodique, là, c'est en fait, on va être au niveau des compagnies pharmaceutiques. Elles vont être obligées de faire un rapport de synthèse annuel, c'est-à-dire que dès qu'elles ont connaissance des effets indésirables de leurs médicaments qu'elles commercialisent, que ce soit sur le sol canadien ou que ce soit à l'étranger, elles doivent faire en fait une déclaration, elles doivent déclarer, le rapporter à Santé Canada d'une part, et d'autre part, elles doivent faire donc un rapport de synthèse annuel. Pourquoi un rapport de synthèse annuel ? Parce que ça permet de voir où c'est qu'on se situe au niveau des médicaments. Si on s'aperçoit que le rapport bénéfice-risque tend vers plus de risques que vers de bénéfices, le ministre doit prendre en fait des mesures. Et des mesures qui vont d'ailleurs être renforcées par la loi Vanessa. Avec notamment modification donc, qui va être faite par la loi Vanessa, où on va avoir un rapport de synthèse relatif à un sujet de préoccupation. Dès lors que l'on a un médicament qui pose problème, où on a trop de déclarations, soit de déficience en termes d'efficacité ou d'effets indésirables, automatiquement le ministre peut demander
un rapport spécifique sur ce médicament-là et peut demander des fiches d'observation sur les effets indésirables. C'est-à-dire qu'il va aller creuser pour voir ce qui se passe. Donc, déclaration, rapport périodique. La loi dite Vanessa va renforcer ce système de surveillance sur plusieurs points. Dans un premier temps, elle va donner plus de pouvoir au ministre. Ça avait été déjà demandé lors de la modification de l'homologation progressive en 2009, en disant au ministre, vous devez en effet à un moment ou à un autre demander plus de renseignements, et on va loin dans la loi Vanessa, puisqu'on peut demander des éléments commerciaux confidentiels, dès lors qu'il y a un problème de santé publique. Donc il y a une espèce de, on va dire, cocon dans lequel les compagnies pharmaceutiques des fois se retranchaient en disant « Ah, attention, information commerciale, je ne peux pas le dévoiler, même s'il y a des effets indésirables graves. » Aujourd'hui, le ministre a ce pouvoir d'exiger ces renseignements-là et en fait de les traiter pour en fait prendre les mesures qui peuvent aller jusqu'au retrait du médicament du marché. Ce qui est très intéressant, et ça faisait longtemps qu'on le demandait parce que c'était en effet mis en place depuis fort longtemps, tant en Union européenne qu'aux États-Unis, des études post-autorisation. Maître Champagne en a parlé, c'est les études de phase 4. Le médicament est mis sur le marché, au fur et à mesure de la consommation, on s'aperçoit qu'il y a un problème, tant en termes d'effets indésirables que de manque d'efficacité. On peut demander en effet qu'il y ait une étude supplémentaire qui se fasse. Alors ça peut être si on repart faire des essais cliniques, ou on va en fait faire des essais d'observation pour voir exactement où c'est que se situe la problématique. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut demander dès l'autorisation de mise sur le marché, donc quand on va déposer son dossier de mise sur le marché pour avoir l'autorisation, le ministre peut exiger qu'il y ait postérieurement des études de post-autorisation qui se fassent. Souvent, pourquoi? Parce qu'en fait, le médicament est nouveau. Donc, on ne sait pas comment il va réagir quand il va être mis sur le marché et utilisé à large. Donc, on veut prendre des précautions. Face à tout ça, alors j'ai vraiment synthétisé, face à tout ça, on a des conséquences variables. Si en effet on s'aperçoit qu'il y a une problématique, qu'il y a une variation dans le rapport bénéfice-risque du médicament, et qu'en effet il y a des effets indésirables qu'il faut modifier, une utilisation qu'il faut modifier en raison des effets indésirables, on peut demander la modification de l'étiquette. Donc on peut par exemple modifier la posologie, on peut modifier par exemple la pathologie pour laquelle en fait il a été mis sur le marché, on peut en effet modifier les indications grâce auxquelles l'utilisation va être changée. Il peut y avoir donc suspension ou retrait, c'est-à-dire qu'on considère que le médicament il a besoin d'être étudié plus précisément et on va demander donc la suspension. Il ne va plus être commercialisé pendant un certain temps. Donc souvent, par exemple, il y a eu beaucoup de problématiques sur, vous avez sans doute entendu parler de la pilule Diane 35, qui par exemple en France a été suspendue pendant des années et des années parce que justement il y a eu des problèmes importants d'effets secondaires. Il y a eu beaucoup de problématiques aussi au Canada. On s'est posé la question si on devait suspendre ou pas par rapport au Gardasil, le vaccin, vous savez, contre le papillomavirus. Ça n'a pas été suspendu, mais il y a eu quand même des avis de précaution à prendre. Donc une suspension, c'est on attend un peu, on enlève du marché, on regarde, et éventuellement, si ça va bien, on le remet sur le marché. Il y a le retrait. Alors aujourd'hui, il y a deux rapports qui sont assez alarmants. Il y a le rapport qui a été fait par le vérificateur général en 2011 et une lourde étude qui a été faite par le comité sénatorial et puis avec un rapport de synthèse en 2014. Il y a un retrait des médicaments qui a quadruplé en 8 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on retire chaque semaine un certain nombre de médicaments. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas suffisamment sécuritaires. Ils posent problème. Alors la problématique qui se pose, c'est pourquoi? Et on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs causes à ces retraits massifs. Premièrement, souvent parce qu'il y a une délocalisation au niveau de la fabrication, c'est-à-dire qu'on va à l'étranger, notamment dans les pays en voie de développement, parce que le coût, bien évidemment, de main-d'œuvre est moins important. Donc on va délocaliser la fabrication. La problématique que l'on a, c'est qu'on n'a pas toujours les moyens en tant qu'inspection au niveau de Santé Canada qui peut se déplacer pour aller faire des contrôles pour voir si les bonnes pratiques de fabrication sont faites. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi,
c'est parce qu'aussi il y a un marché souterrain de médicaments qui se fait qu'on n'arrive pas forcément à endiguer, qui sont aussi les médicaments mais qu'on a par Internet et autres, et qu'on se retrouve sur le marché canadien, on ne sait pas trop comment. Donc c'est des problématiques auxquelles il va falloir penser, parce qu'il y a quand même un retrait trop important par semaine, par mois, par année de médicaments qui sont indispensables à ça. Donc l'inspection, à mon sens, c'est sans doute le moyen de prévention pour justement éviter ce retrait massif. C'est-à-dire que plus on va renforcer justement les inspections, vous en parliez en termes justement de fabrication, plus on va en effet voir les problèmes qui se posent. Comme je vous disais, dès lors que notre fabrication est délocalisée, ça paraît difficile d'envoyer des personnes de Santé Canada en Chine, en Inde et ailleurs. Alors, face donc à toutes ces activités que l'on a et ces conséquences-là, comment on communique en fait entre acteurs le problème des effets indésirables et du manque d'efficacité? Il y a donc un programme qui est MEDEFE, qui est un ensemble d'outils qui va permettre justement cette communication-là. Alors il faut savoir qu'il y a une base de données, donc des effets indésirables, mais la seule problématique, c'est qu'elle n'est pas la seule, et c'est fort dommage, parce qu'il y a d'autres bases de données qui peuvent aussi être très intéressantes. Il y a les bases de données, notamment tout ce qui est Institut canadien de la sécurité. Il y a notamment toutes les bases de données qui sont aussi détenues par les compagnies pharmaceutiques, qui sont puits d'informations qu'on n'a pas forcément protégées. Il y a aussi des problèmes, il y a des bases de données qui sont faites aussi par des évaluateurs, des experts indépendants. Et donc il n'y a pas d'harmonisation, il n'y a pas de regroupement de données. Cette base de données-là, elle est consultable, vous pouvez aller le voir sur Santé Canada. La petite problématique qu'elle a, c'est qu'en fait, elle est à dissocier de la base de données des avis de retrait. Donc une fois de plus, on se retrouve avec une multitude de bases de données et d'informations qui ne sont pas unifiées. Donc pour un médicament et pour voir en fait quels sont les effets indésirables, puis pour voir après quels sont les avis et le retrait, on est obligé de changer en fait de base. Le bulletin d'information sur les effets indésirables, vous pouvez y souscrire, vous inscrire, puis on va vous envoyer en fait tous les effets indésirables sur tous les médicaments en fait, qui sont contrôlés par Santé Canada. Et il y a bien sûr une sensibilisation qui est faite à la déclaration, qu'elle soit donc volontaire de la part des patients comme des professionnels de la santé. Et bien évidemment, dans le programme MEDEFE, vous avez un site internet où vous pouvez aller faire vous-même votre déclaration avec un certain nombre d'informations à intégrer. Donc moi j'en ai fini juste pour vous dire qu'en effet le système aujourd'hui avec la loi Navalisa c'est très très nouveau, 2014 on n'a pas encore le temps de voir les effets que les nouveaux outils vont permettre de faire. C'est un système de surveillance qui est toujours en progression et c'est un système de surveillance qui tend quand même à être de plus en plus contrôlé, de plus en plus sécuritaire. Donc je pense qu'avec tout ce que l'on est en train de mettre là, les derniers rapports qui ont été faits tant par le comité sénatorial que par le bureau vérificateur, je pense que ça va tendre quand même à diminuer un peu le retrait des médicaments dits dangereux pour la santé publique. Merci.